Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet, un sujet éternel, mais toujours aussi crucial, l'intégrité au sommet du pouvoir. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on entend souvent des promesses d'intégrité, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment savoir si c'est du solide ou juste une façade, une sorte d'illusion d'intégrité? Pour y voir plus clair, on a une source un peu spéciale aujourd'hui. Ah oui? Oui, une analyse qui s'appuie sur des entretiens fictifs créés par l'American Anti-Corruption Institute, la AAC, à des fins pédagogiques. D'accord, donc une approche par la simulation en quelque sorte. C'est ça. Notre but, c'est d'examiner les stratégies concrètes pour défendre l'intégrité au plus haut niveau politique. Et la pièce centrale, c'est cette interview imaginaire donc avec un ancien président. Un président fictif. Fictif, oui, il faut bien le souligner. L'AACI l'a imaginé comme ayant fait 2 mandats sans aucun scandale de corruption majeur. Un cas d'école, en somme. Pour illustrer leurs principes, j'imagine. Voilà. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer les mécanismes qu'il aurait mis en place. On va se concentrer sur les systèmes, beaucoup plus que sur sa prétendue personnalité exemplaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'interview pose d'emblée la question clé, comment ce président a-t-il fait? Comment a-t-il évité la corruption là où tant d'autres échouent? C'est la grande question. Et la source suggère que ce n'est pas un coup de chance, hein, ni un miracle. C'est le résultat d'une approche pensée, structurée, presque une architecture de l'intégrité. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, allons-y, plongeons dans cette architecture. La première décision clé de ce président fictif, c'est un changement assez radical de point de vue dès le départ. Hmm, Il dit ne pas s'être vu comme le seul gardien de l'intégrité. Sa priorité, ce n'était pas sa propre réputation. Il le dit très clairement. La source cite. « Ce n'était pas une question de me protéger moi-même. Ah, intéressant. C'était une question de protéger la fonction et la confiance du peuple en elle. Attendons ça. Ça mérite qu'on s'y arrête une seconde. C'est une déclaration forte, non? Oui, c'est très fort et c'est crucial, ce glissement. Oui, ce glissement. Sémantique, stratégique. On ne parle plus de sauver sa peau, mais de protéger l'institution. Exactement. Le focus passe de l'individu à la fonction présidentielle elle-même, et surtout à la confiance des citoyens. C'est poser les bases différemment, dès le début. C'est ça. C'est même plus que fondamental, je dirais que c'est structurant pour tout ce qui suit. Parce qu'en liant l'intégrité non pas à la vertu personnelle qui est fragile, mais à la légitimité de l'institution, Mhm. eh bien la probité devient une condition pour que le système fonctionne. Ce n'est plus juste une qualité morale qu'on espère trouver. D'accord. Et ce qui est vraiment fascinant là-dedans, c'est que c'est une approche préventive par nature. On n'attend pas le scandale pour réagir. Non. On essaye de concevoir un système où la corruption a moins de prise, moins de chances d'arriver. Voilà. C'est comme de l'ingénierie institutionnelle, en fait, appliquée à la prévention. Et c'est moins courant que la gestion de crise après coup. Et cette ingénierie, elle commence par le premier cercle, l'équipe rapprochée. Ce président fictif, il explique ses critères de sélection pour les conseillers. Très stricts, apparemment. J'imagine. Qu'est-ce qui primait alors? Eh bien, pas la loyauté personnelle, justement. Ça passait après. Le plus important, c'était une solide réputation d'indépendance d'esprit, de compétence, bien sûr, et d'intégrité irréprochable. Donc pas le copinage. Non. Et il mettait en garde contre ce qu'il appelait le cercle de silence. Le cercle de silence, oui, on voit bien ce que c'est. Ce piège classique où personne n'ose dire au chef qu'il se trompe par peur de déplaire. Et ça étouffe toute critique, même la plus justifiée. Hmm. Alors pour contrer ça, son message à ses équipes était, d'après la source, très direct. Il leur disait « Si vous ne pouvez pas me dire quand j'ai tort, vous ne pouvez pas servir. Ah oui, c'est clair comme message, hein. Ça pose les bases d'une relation de travail basée sur la franchise. » Exactement, pas sur la flatterie. Mais créer ce climat où la critique est non seulement acceptée, mais encouragée, c'est un vrai défi, non? Surtout au sommet. Ah oui, ça doit être incroyablement difficile. Et pourtant, c'est essentiel si on y réfléchit. La qualité d'une décision, elle dépend beaucoup de la diversité des points de vue qu'on a examinés. Bien sûr. Avoir des avis divergents, même si ça dérange, ça permet de voir les failles, d'anticiper les problèmes. Ça évite le consensus mou qui peut cacher de vrais dangers. C'est vrai. Encourager cette dissidence constructive, ça demande une certaine maturité de la part du leader. Accepter qu'on n'a pas toujours raison. Mais visiblement, pour ce président fictif, bien choisir son équipe et l'encourager à parler, ça ne suffisait pas. Il insistait beaucoup sur la nécessité de mettre en place des garde-fous structurels. D'accord, on passe au mécanisme concret là. Oui, on quitte les intentions pour aller vers le dur.
L'interview donne 2 exemples précis. Premièrement, les déclarations de patrimoine détaillées pour tous les hauts fonctionnaires. Classique, ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien, le point clé, c'est qu'elles n'étaient pas juste collectées et rangées dans un tiroir. Elles étaient auditées, systématiquement, chaque année. Ah, ça change tout. L'audit systématique, c'est pas juste de l'affichage. Non. Et deuxième exemple, une rotation obligatoire des postes de conseillers proches du pouvoir, tous les 3 ans. D'accord. Pour éviter quoi? L'installation, les connivences. Oui. Éviter que des relations trop longues, trop proches, ne créent des zones d'ombre, des dépendances. Pas très saines. Tout ça, ça découle d'une philosophie qu'il résume bien. Oui. L'intégrité n'est pas seulement une question de bon caractère. C'est une question de créer des structures qui rendent l'abus plus difficile. C'est très clair. Même les gens de confiance, dit-il, doivent opérer dans un cadre avec des contrôles, des limites. La confiance n'exclut pas le contrôle, au contraire, elle le rend peut-être nécessaire pour durer. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa démarche telle qu'elle est décrite. Pourquoi les systèmes plutôt que la confiance seule? Surtout sur le long terme. Bah oui, pourquoi? Parce que les structures, quand elles sont bien pensées, elles offrent une protection plus fiable, plus pérenne. Elles agissent à plusieurs niveaux, vous voyez? C'est-à-dire? D'abord, elles réduisent les occasions de mal faire. Ensuite, elles augmentent la chance qu'une faute soit détectée. Et donc, par effet dissuasif, elles diminuent la tentation en amont. Logique. L'objectif, c'est de rendre l'intégrité de la fonction moins dépendante des faiblesses humaines. La fatigue, le stress, les pressions, tout ça. On construit une sorte de résilience structurelle. Intéressant ce terme, résilience structurelle. Mais au-delà des règles, la source parle aussi de culture. Comment on instille une culture d'intégrité? Ah, la culture, vaste sujet. Oui, et le président fictif raconte une anecdote assez parlante. Parfois, en réunion de cabinet, il défendait exprès une idée, une politique, à laquelle il ne croyait pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Pour les piéger, en quelque sorte. Pour tester leur réaction. Voir s'ils allaient oser le contredire ouvertement. Malin? Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, si tout le monde se taisait, si personne ne branchait face à sa proposition un peu absurde, il considérait ça comme un très mauvais signe. Que la peur l'emportait sur le jugement. Exactement. Que la culture de franchise n'était pas là. Sa conclusion, l'intégrité au sommet n'est pas seulement une question de règles, c'est une question d'encourager le courage, Le courage de dire non, de pointer l'erreur. de défendre son point de vue, même face au chef. C'est une illustration très concrète de l'impact du leader sur la culture, hein. L'exemple vient d'en haut, c'est classique. Mais là, c'est presque mis en scène. Oui, En faisant ça, et surtout en montrant que le silence était un problème, il envoyait un message très fort sur ce qu'il attendait vraiment. c'est sûr. Après, la question qui se pose et que la source ne creuse pas énormément, c'est est-ce qu'on peut vraiment fabriquer une culture comme ça, de façon délibérée, surtout au sommet de l'État? Bonne question. Et comment on maintient cet effort sur la durée? Ça demande un travail constant, j'imagine. Ce n'est jamais acquis. Non, probablement pas. L'entretien aborde ensuite un autre pilier, la transparence. Mais pas juste en parole. La transparence concrète, donc. Oui, très pratique et systématique. L'exemple donné, c'est celui des marchés publics. On sait que c'est un domaine sensible. Très sensible, oui. La règle qu'il avait mise en place était simple, mais radicale. Tous les contrats importants d'infrastructure devaient être publiés en ligne, intégralement. Intégralement, pas juste un résumé. Non, non, le contrat lui-même, en entier. Et ce, dans les 48 heures après son approbation. Waouh, 48 heures, c'est rapide. Oui. L'accès était donc immédiat pour tout le monde. Le public, les médias, mais surtout les organismes de contrôle. Les auditeurs, les ONG. L'effet dissuasif devait être énorme. C'est ce qu'il visait, oui. L'idée, c'était que la certitude d'un examen public et expert quasi immédiat rendait les arrangements secrets, les clauses bizarres, le favoritisme beaucoup plus risqués. Moins tentant, donc. Voilà. La transparence n'était pas une faveur, c'était la routine administrative. Standard. Presque banale. C'est un très bon exemple de la transparence comme outil de contrôle, en fait. Pas juste pour informer, mais pour responsabiliser. Ça crée une double surveillance. Externe, par le public et les experts, et interne, parce que les fonctionnaires savent que tout sera sur la place publique. Ça renforce l'obligation de rendre des comptes. C'est clair. Évidemment, une telle transparence radicale, ça peut poser des questions dans certains domaines sensibles. Défense, négociations commerciales. Il y a un équilibre à trouver avec la confidentialité et l'efficacité. Oui, la source n'aborde pas ces complexités. Non, mais l'exemple des marchés publics montre bien le potentiel d'une transparence appliquée de façon systématique, là où les risques sont élevés. Un point crucial arrive vers la fin de l'entretien, la pérennité.
C'est bien beau tout ça, mais comment on s'assure que ça dure après le départ du leader? Ah oui, la question de l'héritage. L'intégrité d'une personne, c'est limité dans le temps. Exactement. Et la réponse de ce président fictif, encore une fois, c'est systémique. Il explique avoir travaillé à renforcer ou même à créer des institutions de contrôle qui soient indépendantes du pouvoir politique. Indépendante, c'est le mot-clé. Oui, il donne l'exemple d'une commission des marchés publics. Les membres seraient nommés pour des mandats longs, non renouvelables et surtout, Oui, ils ne pourraient pas être virés par le gouvernement en place. d'accord. Pour les protéger des pressions politiques. Voilà. L'objectif, c'est de bâtir un système d'intégrité qui tienne la route tout seul, qui soit résilient même si le successeur est moins regardant. Hmm. Il résume ça par une phrase qui fait réfléchir: si l'intégrité ne dépend que d'une seule personne, elle est fragile. C'est la conclusion logique de tout son raisonnement, en fait. C'est la clé de voûte. On dirait bien. La conclusion finale, répétée par ce président fictif, c'est les dirigeants vont et viennent. Les systèmes restent. Si on élargit un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Que la bataille pour une gouvernance propre, durable, elle se gagne moins sur le terrain de la morale individuelle des chefs, même si ça compte, hein, bien sûr, que sur celui de l'ingénierie institutionnelle. oui, il faut concevoir des règles du jeu, des processus, des contrôles qui fassent que l'honnêteté devienne, si possible, le chemin normal, la norme par défaut, pas l'exception qui demande un courage héroïque. La lutte contre la corruption au sommet, ce serait donc avant tout un travail de conception de systèmes robustes. D'accord. Donc, si on devait récapituler les stratégies essentielles qu'on a vues à travers cet entretien fictif, Oui, faisons ça. on aurait, premier, protéger la fonction publique et la confiance des gens avant tout, avant sa propre image. Essentiel. Secondo, choisir son équipe sur la base de l'indépendance d'esprit et de la compétence, pas de la loyauté aveugle. Très important. Tertio, mettre en place des contrôles structurels concrets et vérifiables, l'audit des patrimoines, la rotation des postes. Les fameux garde-fous. C'est ça. Quatrièmement, travailler activement la culture pour encourager le courage de la critique. Montrer l'exemple. La culture du courage, oui. Cinquièmement, une transparence radicale et systématique, surtout dans les zones à risque, comme les contrats publics. La transparence comme outil. Et enfin, sixièmement, construire ou renforcer des institutions de contrôle indépendantes, solides, qui durent plus longtemps que les mandats politiques. Exactement. Le message central, c'est vraiment ça. L'intégrité durable, elle ne peut pas reposer que sur une seule personne, aussi droite soit-elle. Non. Elle doit être ancrée dans des systèmes, des institutions, des processus clairs. C'est la solidité de cette architecture qui assure la pérennité, bien plus que les qualités morales forcément fluctuantes des individus. À long terme, c'est la structure qui prime. Une petite note pour finir. La source de l'IACI précise que cet entretien fictif a une deuxième partie. On ne l'aborde pas aujourd'hui, mais elle explorerait comment étendre ces principes à toutes les institutions et le rôle clé d'une justice indépendante. D'accord, ça ouvre d'autres pistes. Oui, mais pour conclure notre discussion actuelle, peut-être une question pour nos auditeurs. Si on accepte cette idée que les systèmes sont la clé d'une intégrité durable, quelle pourrait être la toute première étape, même modeste, qu'une organisation, un gouvernement, une entreprise, ou même juste une équipe projet pourrait faire pour intégrer un de ces principes? Bonne question. Par exemple? Par exemple, comment rendre les critères de décision un peu plus transparents? Ou comment créer un petit espace où les avis divergents peuvent vraiment s'exprimer sans risque? Juste une piste de réflexion. Aperçu audio gracieusement fourni par l'American Anti-Corruption Institute, AACI. Produit à l'aide de Notebook LM. Tout droit réservé. CO 2025.